Bonjour et bienvenue sur le podcast Banous, le podcast du marketing et de la com digitale. Banous est un podcast sans sponsoring qui ne repose que sur l'intérêt que l'on porte à nos invités. Seul ou à plusieurs, nous essayons d'approfondir avec un invité un sujet digital de manière pratique et totalement agnostique. N'oubliez pas, votre aide nous est précieuse. En likant, en partageant, en mettant 5 étoiles sur iTunes, vous nous aidez à développer ce side project. Bonne écoute. Salut Mathieu. Salut Laurent. Écoute, aujourd'hui, je suis super content puisqu'on va parler des millennials. Je vais y arriver. Ouais, les millennials. Et on a la chance de recevoir Nicolas. Bonjour Nicolas. Salut à tous les deux. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît ? Oui, bien sûr. Alors, je m'appelle Nicolas, j'ai 26 ans et je suis cofondateur et CEO de Joko. J'ai monté Joko il y a 1 an et demi maintenant avec Xavier et Alexandre en sortant d'école de commerce. Eux ont fait une école d'ingénieur, donc moi dans la boîte je m'occupe plus de la partie B2B. Et donc rapidement, Joko c'est une application mobile qui transforme n'importe quelle carte bancaire en carte de fidélité chez des dizaines d'enseignes partenaires, là, Starbucks, Uber, H&M, etc. Et donc notre cœur de cible c'est en effet ces fameux millennials, parce que pour 80% d'entre eux, ils ont entre 18 et 30 ans. Et on a créé un produit autour de la fidélité qui répond exactement à leurs attentes. Donc on essaye de les connaître le mieux possible et qui est largement adopté, puisque en quelques mois, on est passé de peu d'utilisateurs à plus de 300 000 utilisateurs. Et pour les enseignes, on est une solution d'acquisition et de fidélisation des millennials qui est basée sur la donnée de paiement, mais je pourrais y revenir. D'accord. Bon, toi, tout à l'heure, je te disais 100 000, mais en fait, c'est 300 000 users. Donc oui, et je viens d'apprendre que jusqu'à 30 ans, on est millennials. Voilà. Bon, on est hors de la cible maintenant, Laurent, mais c'est jusqu'à 30 ans, on est dedans. C'est à peu près ça. Alors, c'est même plus que ça. En fait, donc nous, notre cible, c'est 18-30 ans. Mais la définition officielle des millennials, c'est les personnes qui sont nées au début des années 80 jusqu'à la fin des années 90. Et donc qui ont entre 20 et 40 ans aujourd'hui. Donc, a priori, vous êtes millennials. Là, je suis hyper content d'être millennials. Ouais, moi aussi. Ça m'a... Bon, écoute, merci beaucoup pour cette définition. Est-ce que tu peux nous dire comment ils interagissent avec la consommation ? Alors, comment ils consomment ? Est-ce qu'ils consomment différemment que les générations précédentes ? Alors, je pense pas qu'ils consomment... ils consomment, en effet, chacune des générations consomme différemment de la précédente. Mais ce qui caractérise cette génération-là, c'est qu'en fait, elle a changé sa consommation avec le temps. C'est-à-dire, les gens qui ont aujourd'hui entre 20 et 40 ans, en fait, c'est une génération qui a connu l'avant-après tous les nouveaux services qui sont arrivés progressivement, les Netflix, Uber, Spotify, Deliveroo, etc. Et donc, c'est une génération qui, avant, prenait le taxi, s'est mis à commander de Uber, regardait la télé, s'est mis sur Netflix, avait un baladeur CD, s'est mis sur Spotify. Et donc, qui a adopté, en fait, très massivement ces nouveaux services-là. Et nous, on peut le constater chez Joko, puisque on accède à l'ensemble des données de paiement de nos utilisateurs. Et donc, on voit en direct les trends. Et des Vinted, Uber Eats, etc. ont des croissances assez phénoménales et sont très largement adoptés. Ouais. D'accord, donc finalement, ce n'est pas un fantasme, cette segmentation, c'est une vraie segmentation qui a des attitudes et des modes de consommation différents. Ils sont plutôt dans la location finalement que dans la possession, ou pas ? Alors ça, c'est en effet un des fantasmes. En fait, il y en a beaucoup autour de cette génération-là. On dit souvent qu'elle est auto-centrée, urbaine, écolo, en quête de sens, infidèle. Il y a pas mal de... et parmi l'ensemble de ces clichés, entre guillemets, il y aurait, mais beaucoup sont vrais. Finalement, la possession, c'est pas forcément ce qui les intéresse le plus. Et en effet, quand on voit les services se développer, aujourd'hui, je pense que lorsqu'on demande à quelqu'un est-ce que tu as envie de posséder une voiture ou autre, c'est beaucoup moins évident que ça pouvait l'être dans le passé. Et donc, ça fait partie de ces changements de consommation qu'on observe. Ouais. Et finalement, est-ce que ça rejoint pas un petit peu ce que tu évoquais avant ? C'est-à-dire, c'est une génération qui a grandi avec le digital,
qui a connu quasiment que le digital, ou en tout cas à ses prémices. Et finalement, le digital, de par sa dématérialisation, entraîne aussi le fait que ce côté possession... Enfin, moi, avant, j'aimais bien avoir mes CD, etc., physiquement, etc. Aujourd'hui, ça ne me dérange pas du tout d'avoir mes playlists sur Deezer ou Spotify. Donc, en fait, tu t'entraînes aussi, avec cette dématérialisation, à avoir moins de propriété sur certains éléments. En fait, c'est possible que la notion de propriété soit moins importante qu'elle ne l'était auparavant. Typiquement, j'ai plus forcément aujourd'hui envie de collectionner mes DVD qui sont les DVD de mes films préférés, puis les Blu-ray parce que c'est une extrêmement bonne qualité, etc. Ce que je veux fondamentalement aujourd'hui, c'est avoir accès à un catalogue illimité de films, avoir accès à ce catalogue tout de suite sur chacun de mes devices, pouvoir mettre pause et reprendre un peu plus tard. Et ça, c'est plutôt Netflix que la bibliothèque de DVD. Je pense que ce qui caractérise un peu aussi tous ces nouveaux services, c'est ce côté-là. C'est potentiellement une génération qui veut tout de suite, extrêmement vite. On commande à manger, on veut que ce soit livré en 30 minutes et on va avoir accès à tous les restaurants. On met de la musique, on veut avoir 1 million de titres, X millions de titres et pouvoir les lire instantanément. Et donc, c'est plutôt ça. Et là où ça change, c'est que, pour reprendre cet exemple un peu sur Netflix, avant la télé, quand on veut regarder un programme, il faut le regarder à une certaine heure, sur une certaine chaîne, et puis si on loupe le coche, c'est fini. Aujourd'hui, en fait, on peut pouvoir mettre ce qu'on veut tout de suite. Si tu avais, alors toi qui as énormément finalement d'informations sur tes utilisateurs par rapport à ton service, c'est quoi la fiche d'identité de l'utilisateur Joko? Et par extension, indirectement, du Millennials, mais surtout de l'utilisateur Joko. Il habite où? Il consomme où? C'est quoi ses enseignes préférées? C'est quoi ses fréquences? Est-ce que tu as un petit peu d'insight à partager là-dessus sur ce persona, les utilisateurs Joko, après c'est assez spécifique, mais donc nous on a une majorité qui ont entre 18 et 25 ans, donc on est en effet la tranche basse des millennials. Le reste entre 25 et 35 ans, mais une fiche d'identité, c'est une personne autour de 25 ans, en effet plutôt urbaine, premier job, donc pour la première fois avec les moyens de dépenser, se faire plaisir, consommer pour elle-même, peu de dépenses contraintes, ou moins de dépenses contraintes potentiellement que lorsqu'on en effet on commence à avoir des enfants, etc. Et en termes de consommation, ce qu'on observe, c'est que les plus gros postes de consommation, ça reste la grande distribution, besoins alimentaires du quotidien. Nous, parmi nos utilisateurs, Leclerc, Carrefour, Intermarché, c'est les 3 plus grosses enseignes chez lesquelles les utilisateurs dépensent le plus. Et après, par contre, ce qui est très impressionnant, c'est qu'on retrouve très haut dans le classement Amazon qui est 4e, Uber je crois qui est 11e, Vinted qui est 28e, etc., etc. Uber Eats qui est autour de la 20e place. Et donc en fait c'est des boîtes qui n'existaient pas il y a encore quelques temps et qu'on retrouve dans le top 30 des enseignes chez lesquelles les utilisateurs dépensent le plus. Un Airbnb par exemple, il est très très haut dans le classement, on ne trouve plus aux hôtels traditionnels par exemple. Ah oui, c'est impressionnant que ce soit des enseignes finalement assez traditionnelles qui trustent le haut du classement. Enfin, en même temps, on a tous besoin de se nourrir et bon, les enseignes d'alimentaire, il n'y en a pas 50 000 non plus. Mais ça reste quand même ces enseignes-là qui trustent le haut du classement et donc qui arrivent aussi à attirer des jeunes, tout simplement. Ça reste le poste de dépense principal, oui. Nous, ça traite du marketing digital, évidemment. Comment on s'adresse en termes marketing à ce ciblage? Et où est-ce qu'on les trouve? Alors, où est-ce qu'on les trouve Tu vas me dire Facebook, Snapchat. En réalité, si je prends notre exemple, donc nous, Joko, on est une application mobile, donc mécaniquement, il faut qu'on fasse de l'acquisition. Et nos principaux canaux d'acquisition aujourd'hui, c'est Instagram et Snapchat. Donc mécaniquement, c'est là qu'on les trouve, mais on trouve un peu partout. Pas forcément Facebook? Pas forcément Facebook. Après, c'est vrai qu'il y a le débat, les jeunes ont complètement délaissé Facebook, mais
Enfin, c'est pas faux non plus. Typiquement, nous, on a un compte Instagram, on a 75 000 abonnés. On n'a jamais pris le temps d'essayer de travailler notre compte Facebook. Donc, c'est que, en fait, c'est pas là où est notre cible. D'accord. Ouais, donc tes principaux canaux d'acquisition sociaux, en tout cas, de ce que je comprends, c'est Insta et Snapchat. J'ai bien Exactement. Ouais. Ok, d'accord. Ah ouais, clairement. Et c'est tes premiers canaux d'acquisition de download d'app, c'est les réseaux sociaux. T'as pas d'autres leviers qui viennent truster devant, je sais pas, le SIA ou autre Non, bah on s'est mis récemment à l'acquisition payante. Nous, on a encore une majorité de notre acquisition qui se fait de façon organique. Le très gros, c'est propre à notre application. On met dans toutes les apps avec une cagnotte, entre guillemets, c'est le parrainage. Donc, invite un pote et il gagne des points. Donc, c'est le gros levier pour nous. Mais en termes d'acquisition payante, on a testé pas mal de canaux et en fait, on constate que ce qui fonctionne le mieux, c'est ça en effet. Ouais, donc la bonne pratique, c'est effectivement ce qui fait ta traction, c'est le parrainage aussi. Ouais. C'est un gros levier d'acquisition de users pour toi. Ouais, nous, c'est le gros levier. Hein. Le business de la fidélité, le business du reward, pour pas dire le cashback, j'ai sorti ce mot-là, c'est finalement, y a beaucoup de monde qui est dans cet univers-là, des programmes de fidélité, etc. Comment toi, tu as créé en termes du X ou du Y quelque chose de spécifique pour les millennials? Qu'est-ce qui fait que cette app, ce service est vraiment adressé pour les millennials en termes de features, en termes du Y ou autre? Voilà, comment vous avez créé finalement cet univers Joko pour qu'il réponde aux enjeux, aux besoins des millennials? Bah nous, on est parti du constat que tout ce qui tourne aujourd'hui autour de la fidélité, du reward, du couponing, etc., proposait une expérience qui n'était pas adaptée à la nouvelle génération parce que pas forcément simple à utiliser, pas gamifié, on ne sait pas exactement à quoi on a droit, etc. Typiquement, les programmes de fidélité, on pense qu'une carte par marchand, à devoir sortir, à devoir scanner en caisse, c'est pas forcément adapté. Et on s'est dit comment on peut essayer de créer un programme qui répondrait exactement à ce que voudrait l'utilisateur. Et donc on a créé Joko, et dans le système de Joko, tu télécharges une app, tu connectes ta carte bancaire à l'app, et à partir de là, à chaque fois que tu vas dépenser chez les enseignes partenaires en ligne ou en magasin, tu vas cumuler des points de façon complètement automatique. Donc, ce n'est pas les points Starbucks, les points Uber, les points Franprix. C'est vraiment les points de Joko. Ils vont tous au même endroit. Et ensuite, tu peux réutiliser tous ces points pour te faire plaisir. Donc, en l'occurrence, c'est des cartes cadeaux, des billets d'avion, etc. Mais donc, ce n'est pas une carte par marchand, un programme par marchand, où il faut attendre 6 mois avant d'avoir le droit à un grille-pain telle ou telle enseigne. Ce qui n'enlève rien d'avoir la carte Leclerc ou la carte Monop ou la carte de fidélité de Starbucks. Enfin, je veux dire, c'est complètement complémentaire ton service. Non, c'est complètement complémentaire. Ouais. Ok, très clair. Et donc là, le gros point fort, c'est finalement que tu n'as pas à sortir ton tel, sortir une carte, c'est totalement automatisé. On va regarder un petit peu les transactions que tu as réalisées sur ton compte via ta carte bleue et automatiquement tu cumules les points, après convertibles en cadeau, c'est ça? Ouais, exactement. Okay. Et ce qui est assez donc pour l'utilisateur, c'est en effet extrêmement simple parce que tout passe par la carte bancaire, extrêmement personnalisé parce que nous on accède en effet aux transactions de nos utilisateurs, donc on est capable de leur proposer uniquement des offres d'enseignes qui sont pertinentes par rapport à leur profil d'acheteur. Et chez lesquels en fait ils ont envie de consommer et qui peut les intéresser. C'est centralisé parce que tout va au même endroit, à un seul endroit, et surtout c'est vraiment généreux parce que lorsque tu cumules chez toutes tes enseignes du quotidien et qu'à la fin tu peux tout réutiliser pour te faire plaisir, tu te fais vraiment plaisir. Alors moi je vais poser la question qui fâche, tout ce qui tourne autour de la privacy. Comment vous managez ça? Ouais. Alors nous, en termes de privacy, la première chose, c'est qu'on récupère le consentement complet et éclairé de l'utilisateur de façon extrêmement claire sur l'app. C'est-à-dire, il télécharge l'application et là, on lui explique très clairement à quoi Joko va accéder. Et donc, en l'occurrence, on accède à l'ensemble des transactions carte bancaire sur ton compte courant. Et ensuite, on explique pourquoi faire. Et donc, il y a 3 finalités principales. Un, c'est te créditer tes points automatiquement quand tu dépenses. Donc, quand on te propose une offre pour UGC, que tu cliques sur activer, que tu vas dépenser chez UGC
pour te créditer tes points, on a besoin de voir cette transaction passer sur son compte bancaire. Donc c'est la première finalité. Première finalité, ouais. La deuxième, c'est te proposer des réductions personnalisées. Donc pour un utilisateur, c'est en fait, je suis fan de sport, je vais plutôt avoir les offres Decat. Je suis fan de voyage, je vais plutôt avoir les offres Booking. Le pendant de ça, pour une enseigne, c'est de pouvoir dire, typiquement, je suis la Fnac, j'ai envie de faire une offre uniquement aux utilisateurs qui avaient l'habitude de dépenser chez moi, mais qui n'ont pas dépensé chez moi depuis 1 an et qui ont fait une dépense chez Amazon. Bon, ça, c'est des données qu'on a. On transfère jamais aucune donnée personnelle aux enseignes, mais on est capable de lui dire tu as la capacité sur Joko de faire une offre à tel ou tel profil d'acheteur au regard de son historique de consommation. Donc ça, c'est la personnalisation. Et la troisième finalité, c'est qu'on fait des statistiques agrégées, anonymisées, toujours, donc jamais aucune donnée personnelle qui est transmise. Et ces statistiques-là, elles sont extrêmement puissantes parce qu'une enseigne, à travers son programme de fidélité, peut réussir à comprendre ce que fait son client chez elle, mais elle a très peu de knowledge sur ce que fait son client en dehors. Et nous, pour une enseigne donnée, on est capable de lui dire tes clients, lorsqu'ils font leurs courses, ils dépensent là, là et là, à quel point ils allouent du budget chez toi versus chez ton concurrent sur cette même verticale, etc., etc. Et ça, c'est une donnée qui était le monopole des banques jusqu'à aujourd'hui et qu'on a réussi à ouvrir et qu'on accède. Mais donc en termes de privacy, nous, on récupère le consentement très clair de l'utilisateur. Et puis surtout, on a une proposition typiquement qui est une proposition de valeur drive to store entre guillemets, parce que c'est souvent les sujets privacy ont affecté un peu ce secteur-là. Nous, l'utilisateur, c'est l'objet du service, c'est-à-dire il active une offre, il dépense, il est récompensé pour ça. Et donc, les finalités sont assez logiques. Ouais, tu parlais des problèmes, entre guillemets, du drive to store. C'était le recueil sans forcément un consentement clair et éclairé de la géolocalisation des users. Et finalement, enfin, c'est là où votre positionnement, à titre perso, je le trouve super cool, c'est qu'il simplifie en fait la capacité à un e-commerçant brick and mortar de voir si finalement ces opérations génèrent du trafic en magasin ou pas de façon déterministe, puisqu'il y a un achat. Votre problématique, c'est, pour l'instant, et je vous souhaite d'y arriver, c'est d'avoir un reach plus conséquent que les solutions Drive to Store qui se basent sur la géoloc et donc beaucoup plus de monde. Yes, en effet. Donc, nous, la donnée est plus qualifiée, plus granulaire, typiquement, et le ROI est plus facilement mesurable. C'est-à-dire, quand une enseigne lance une offre sur Joko, ensuite, elle sait combien de personnes l'ont activée, combien sont rendus en magasin, combien ils ont dépensé et quel est le chiffre d'affaires généré à l'euro près. Donc, ce qui est pas possible dans les solutions Drive to Store classiques avec la géoloc. Par contre, en effet, le reach est limité au reach de la base utilisateur de Joko, mais qui croît très fortement. Donc. Pour rester sur la privacy, je me pose la question de savoir si aujourd'hui, par rapport à cette génération, qui a des attentes différentes, etc., le sujet de la privacy est un vrai sujet ou pas. Je rencontre pas mal de jeunes de par mes activités, enfin de gens plus jeunes que moi en tout cas, de par mes activités, et je constate un certain nombre de fossés dans les consommations digitales. Et j'arrive pas à me faire un avis très clair sur est-ce que justement, tu disais le recueil du consentement est très clair, il est libre, spécifique, éclairé, univoque, j'imagine, pour les 3 finalités. Est-ce que ça c'est quelque chose qui compte pour cette cible-là, ou finalement, comme beaucoup de monde en Europe, on clique sur oui, accepter les cookies, oui, accepter machin, et puis en fait c'est pas un frein particulier. Est-ce que tu penses que ce sont une génération qui se soucie de ce que font les marques ou les services avec leurs données, ou finalement pas plus que ça? Non, je pense que c'est une génération qui s'en soucie très clairement et qui est maintenant en alerte sur tous ces sujets-là. On a pu voir un peu tous les scandales qu'il y a eu autour de Facebook assez récemment. Et il y a une prise de conscience collective sur ces sujets-là qui est assez claire. Nous, de notre expérience particulière sur l'application, en fait, on a constaté que plus on était, au moment de l'inscription, clair sur justement ces finalités, et plus le taux de connexion de la banque était élevé. Donc typiquement, nous, on a un utilisateur sur 2 qui, au moment de télécharger Joko, connecte sa banque, qui est quelque chose quand même un peu engageant, parce qu'on renseigne les mêmes identifiants de mot de passe
que ceux qui servent à se connecter à l'application de sa banque. Et donc, on a un peu plus d'une personne sur deux qui le fait. Et plus on a été didactique, explicite, clair dans pourquoi on a besoin d'y accéder, qu'est-ce qu'on en fait, comment on le sécurise, plus en fait ce taux de connexion de banque s'est amélioré. On était à 30% au début, on est à plus de 50% aujourd'hui. Donc il y a à la fois une prise de conscience qui fait qu'on est attentif plus désormais au moment de donner son consentement et qu'on est rassuré lorsqu'il est clair. Justement, vous avez fait des tests avec d'autres ciblages, des gens plus vieux, et pour voir comment ils réagissaient en fait au fait de linker son compte bancaire et le service Joko. Ouais, assez clair. Naturellement, on a voulu créer un service qui est entre guillemets un Snapchat de la fidélité au moment de la création de Joko, mais on n'a pas été exclusif du tout dans la façon dans son marketing, dans les personnes qu'on ciblait au démarrage. Et en effet, on constate un drop au niveau du taux de connexion de banque chez les plus de 35 ans versus les moins de 35 ans, qui est pas forcément lié au fait que les jeunes soient moins sensibles au fait de donner accès à telle ou telle donnée. Je pense qu'ils ont plus l'habitude, notamment de connecter leur carte bancaire sur les services digitaux que la génération du dessus. Et ensuite, nous, on se repose sur la DSP2. C'est une régulation européenne qui ouvre les données bancaires. Et de plus en plus d'applications se sont lancées en proposant aux utilisateurs de connecter leur banque à l'app. Il se trouve que pour la plupart, c'est des jeunes et quand ils téléchargent Joko et qu'on leur demande de connecter leur banque, ils l'ont déjà fait une fois par ailleurs. Et donc, c'est plus rassurant puisqu'ils n'ont a priori pas eu de problème. Oui, exactement. Moi, je crois que la première fois que j'avais fait ça, c'était avec l'appli Banking. Je crois que c'était les tout premiers à faire ça. Ouais, on a vu arriver en affiliation il y a quelques années. C'était brillant comme idée. Enfin, d'ailleurs, ça existe toujours. C'est bien. Brillant. En fait, il partait sur le postulat que l'application de ta propre banque ne catégorisait pas correctement tes achats, etc. Ça te faisait des récaps super intuitifs. Et à l'époque, tu ne pouvais pas connecter plusieurs banques dans ton appli banque. Il n'y a que Banking qui pouvait le faire. Tu pouvais connecter, si tu avais deux banques, tu pouvais connecter tes deux banques à Banking et avoir, on va dire, la concaténation de l'ensemble des transactions, de la classification, etc. Aujourd'hui, sur n'importe quelle appli bancaire, tu peux connecter une banque tierce pour avoir tout à l'intérieur. Mais à l'époque, ça n'existait pas. Ouais, tu peux, non, c'est clairement des applis. C'est clairement des applis comme Banking qui ont ouvert cette donnée-là, un peu de force au démarrage, puisque c'était des techniques notamment de scrapping. Mais en fait, là où ils avaient raison un peu avant tout le monde, c'est que le consommateur, il est le propriétaire de sa donnée bancaire, c'est pas la banque. Et s'il veut transférer cette donnée à un tiers pour avoir des services à valeur ajoutée, Banking, c'est gérer ses finances de façon beaucoup plus simple. Joko, c'est être reward de façon aussi extrêmement simple au quotidien. Il doit pouvoir le faire et les banques doivent rendre ça possible. Désormais, c'est une obligation légale pour elles. À l'époque, c'est des acteurs comme Banking qui l'ont ouvert, mais les utilisateurs Banking qui téléchargent Joko ont déjà renseigné une fois leurs identifiants, ont un peu conscience de comment ça marche, ont confiance dans le service et donc le font plus facilement que d'autres générations peut-être. Très clair. Alors moi, je trouve ça assez impressionnant et bravo, parce que passer de 0 à 300 000 users en 1 an et demi, tu m'as dit, c'est ça, tu nous as dit? Ouais, en 1 an, sachant que en fait la grosse accélération a eu lieu ces derniers mois, parce qu'on était à 100 000 fin septembre, 300 000 users, c'est quand même énorme. Combien vous avez de marchands disponibles sur l'application aujourd'hui? Ouais. On commence à en avoir pas mal sur l'application, mais ce qui est assez intéressant pour l'utilisateur, c'est qu'on en a pas mal, mais dans beaucoup de verticales différentes. Donc on a une centaine de marchands qui sont disponibles sur Joko, mais à la fois en grande distrib avec du Carrefour, Franprix, à la fois dans des services d'NVB entre guillemets qui sont très appréciés par les jeunes, type Birchbox, Captain, Itch, etc. Ouais, donc il y a une variété qui correspond aux besoins aussi de cette cible-là, quoi. C'est ça, un peu vertical par vertical. On a des acteurs principaux. Après, on a des acteurs aussi qui sont sur Joko parce qu'ils cherchent à acquérir et fidéliser une cible jeune qui est potentiellement
plus désormais en e-commerce. Typiquement, on travaille avec le Printemps et Galeries Lafayette. Et ils considèrent Joko comme un outil d'acquisition et de fidélisation de cette cible jeune, parce qu'en effet, ils sont sur Joko. Et donc aujourd'hui, ton acquisition de membres, enfin d'utilisateurs est essentiellement organique, comme tu nous l'indiquais. J'imagine que tu dois déjà anticiper peut-être un espèce de plafond de verre d'acquisition organique et tu te prépares à avoir des budgets paid media. C'est quoi l'ambition, si tu peux le communiquer, fin 2020 c'est combien d'utilisateurs Joko ? Ouais, fin 2020, on n'a pas encore chiffre exact, mais clairement, c'est de dépasser là, assez vite le 1 million d'utilisateurs. On verra où on sera fin 2020, mais le plus possible. Grosse ambition. Grosse ambition. Il faut en avoir. Grosse ambition, et à la fois en France et à l'international, puisque la DSP2, c'est une opportunité internationale, et on est les seuls aujourd'hui, les premiers en Europe à faire exactement ce qu'on fait, c'est-à-dire du reward au quotidien, à la carte bancaire, grâce à la DSP2. Et donc, on va vite aller dans notre pays. Et t'as pas peur, excuse-moi, je te coupe, t'as pas peur que des acteurs, par exemple Visa ou Mastercard, enfin je connais pas trop les acteurs du paiement, mais tu vois, ces gens-là préemptent cet environnement et le cashback d'Apple, en fait. Ils souhaitent mettre du cashback en place. Apple ou ton Google Pay. Enfin, je veux dire, il y a quand même des acteurs qui gravitent autour du paiement. Alors, il y a la prime au premier, et puis vous êtes dans les premiers, mais il y a quand même des gros mastodontes autour de nous. Comment tu gères ça? En fait, les seuls qui ont réussi à créer un programme de reward qui fonctionne à l'échelle, c'est American Express. Et la caractéristique d'American Express, c'est que c'est le seul acteur au monde qui a à la fois la relation directe et contractuelle avec le marchand et la relation directe avec l'utilisateur. Et c'est parce qu'il a réussi à créer en fait l'infrastructure de paiement qui lui est propre et qui lui permet d'être en contact avec l'un et l'autre sur la même transaction, qui peut être au milieu entre guillemets et permettre ce reward et lui avoir un modèle économique là-dessus. Visa, Mastercard, ils n'ont pas la relation directe avec l'utilisateur. Votre banque, elle n'a pas la relation directe avec le marchand. Elle a la relation avec vous. Il se trouve que le marchand accepte un paiement, mais elle n'a pas la relation directe. Et en fait, nous, grâce à la DSP2, on est capable d'accéder à la donnée de transaction sans avoir eu à construire cette infrastructure technique. Et on a construit la relation directe avec nos utilisateurs, puisqu'ils sont sur Joko, ils utilisent l'app au quotidien, ils se connectent en moyenne 3 fois par semaine. Et la relation directe avec les marchands, puisque contractuellement, on est en lien avec l'ensemble des marchands qui sont présents sur Joko. Très clair, ça fait une sacrée différence. Est-ce que vous avez vocation à devenir une néobanque ou pas du tout? Non, alors nous, l'ambition qu'on a, c'est... ça fait un peu en anglais reward everyone every day. Donc en fait, on pense que tout le monde un jour peut être utilisateur de Joko, parce que fondamentalement tout le monde aime être reward, tout le monde a au moins une carte de fidélité ou est utilisateur Amex ou autre. Et si on est capable de créer le meilleur produit possible et qui répond en fait aux exigences en termes d'UX de cette cible-là, le meilleur produit possible autour du reward, on sera capable d'avoir tout le monde. Et pour avoir tout le monde, il faut que tout le monde puisse l'utiliser, que tout le monde puisse connecter ça ou ses banques à Joko. Et donc non, l'objectif c'est pas de créer une néobanque autour du reward, mais c'est que tout le monde puisse connecter sa banque existante et utiliser Joko. Bah écoute, super intéressant, merci Nicolas. Où est-ce qu'on peut te suivre? On peut me suivre sur LinkedIn un petit peu. Eh bien, écoute, nickel. Je vais faire un petit post-scriptum. Merci Vincent M pour la mise en relation avec Merci Vincent. Merci d'avoir écouté cet épisode de Banous. N'oubliez pas, votre aide nous est précieuse. En likant, en partageant, en mettant 5 étoiles sur iTunes, vous nous aidez à développer ce side project. Et retrouvez-nous sur le site banous.com, banous, B-A-2-N-O-U-Z-E.com. À bientôt.